Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales et novatrices. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio deux nouveaux acteurs de la transition écologique et notamment écologique positive. Johan Magnien, qui est cofondateur de Solikend, un site solidaire de réservation d'hôtels qui permet de réserver son hôtel au profit d'une association de son choix. Et puis, on a aussi Philippe Berland, qui est CIO d'Everdye, une start-up française de chimie verte, qui, évidemment, révolutionne le secteur du textile. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Solikend est donc un site solidaire de réservation d'hôtels, je le disais à l'instant, qui permet de réserver son hôtel au profit d'une association de son choix. Mais sur Solikend, des hôteliers s'engagent dans une démarche citoyenne et mettent à disposition des nuitées pour la solidarité. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? C'est assez curieux, en fait. Alors effectivement, on a un concept un peu surprenant puisque sur Solikend, on peut réserver un hôtel de manière assez classique, sauf que lors de la réservation, on choisit une association parmi une quarantaine d'assos partenaires et l'hôtel reverse 100% du paiement à l'association qu'on a choisie. Donc le 100% du paiement, c'est ce qui fait toute l'originalité et ce qui peut poser question sur le concept. Et en fait, ce qu'on a développé, c'est une démarche RSE, une démarche solidaire pour les hôteliers qui, à travers nous, peuvent valoriser des chambres vacantes. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas la très haute saison sur Solikend, mais on a toutes les périodes non complètes. Et à travers ça, l'hôtelier peut engager une belle démarche, valoriser ses chambres vacantes et puis permettre à des gens à la fois de se faire plaisir et de découvrir de nouvelles destinations touristiques et de soutenir de manière très significative l'association qu'on a envie de soutenir. Et comment avez-vous eu l'idée de Solikend ? Alors, en fait, Solikend est né à Biarritz. J'habite à Biarritz et j'ai fait une observation assez simple à partir de fin septembre. Alors, j'avais des habitudes dans un hôtel où j'allais boire mon café et je me retrouvais bien seul à partir de fin septembre et je me suis intéressé du coup aux chambres vacantes, notamment à Biarritz où hors de la haute saison, il y a forcément des hôtels qui ont plein de chambres vacantes. Et en fait, c'est un constat qui peut s'élargir à toutes les destinations et à l'hôtellerie en général. Il y a en hôtellerie des chambres vacantes, c'est structurel tout simplement. Et donc, l'idée, ça a été d'utiliser cette ressource pour devenir un nouveau levier financier pour les associations. Alors, vous disiez tout à l'heure 100% reversé, mais quel intérêt pour les hôteliers et pour les clients finalement ? Alors, pour l'hôtelier, c'est une démarche RSE assez complète où on leur propose une démarche très très simple qui va leur permettre d'utiliser cette chambre vacante pour faire une démarche solidaire. Et comme toute démarche RSE, il y a un certain nombre d'intérêts qui fait que toutes les entreprises en général ont tendance à s'engager dans des démarches solidaires ou des démarches RSE. Les intérêts très concrets, c'est on va valoriser l'image de marque de l'établissement, on va promouvoir l'établissement. Ça peut générer aussi des consommations annexes qui ne sont pas dans l'offre solidaire. Quand un client séjourne, il va avoir du petit déjeuner, de la restauration, etc. Donc ça va, pour l'hôtel, il va pouvoir s'y retrouver. C'est aussi apprécié par le personnel. Ça crée une belle dynamique auprès du personnel hôtelier qui est ravi de se mobiliser occasionnellement pour de belles causes. Et côté client, le pari, c'était de dire encourager à se faire plaisir, à découvrir, à profiter du patrimoine touristique français pour soutenir des assos. Donc c'était une proposition de valeur toute nouvelle. Et c'est vrai qu'on a 70% de nos clients qui nous disent partir pour le concept solidaire, c'est-à-dire qu'ils ont envie de soutenir une asso et de se faire plaisir. Et donc en fait, on a développé ce concept qui permet de lier l'utile à l'agréable. Et quelles sont les associations solidaires dont vous parlez ? Alors on a une quarantaine d'assos un peu dans tous les domaines avec à la fois des petites assos et des plus grandes ONG. On travaille notamment avec Médecins du Monde, Amnesty International. On a des plus petites assos locales dans le domaine de l'écologie, de l'enfance, protection de l'enfance. On a essayé couvrir un maximum de causes et avoir à la fois des petites et des grosses pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et vous avez un modèle économique singulier, j'imagine, pour gérer Solikend ? Quel est-il ? Nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un label qui s'appelle ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et le modèle économique, on fait contribuer un peu toutes les parties prenantes, notamment le client, lorsqu'il réserve, il va laisser une contribution pour soutenir Solikend, dont il peut choisir le montant. Et donc Solikend, le modèle éco de Solikend repose d'abord sur la participation des clients. Comme un client qui réserve sur Airbnb a des frais de service, là sur Solikend, il aura une contribution dont il pourra choisir le montant. Alors, parlez-nous un petit peu de vos hôtels partenaires. Quels sont-ils ?
Alors, on a 270 hôtels partenaires à travers la France, avec à la fois des petits hôtels indépendants et des grands hôtels de groupe. Donc, on a aussi essayé de mixer un peu tout type d'établissements. Ce qui est chouette, c'est le concept de Soliken intéresse vraiment toute typologie d'hôtels. On a aussi des très beaux hôtels, 4-5 étoiles, et on couvre à peu près l'ensemble du territoire français. Et on est très très fiers de nos établissements partenaires, parce qu'on a vraiment des très beaux établissements, et donc ça donne envie de partir, et nous-mêmes on a envie de profiter de nos hôtels partenaires. Et dans votre besace touristique, est-ce que vous n'avez que des hôtels ou alors vous avez d'autres types d'hébergements ? Alors on s'élargit progressivement au camping avec prestations hôtelières de type bungalow, etc. Donc on a des campings qui sont en train de se développer, aussi au village vacances. Et donc on essaye d'élargir aussi à d'autres typologies, mais on va dire le cœur de notre activité, ça reste les hôtels et l'hôtellerie. Alors demain, si je veux réserver par exemple un hôtel à Biarritz, vous parliez de Biarritz, au mois d'août, est-ce que ça rentre dans le cadre ou pas du tout ? Non, effectivement, l'idée c'est que c'est bien précisé sur le site, on n'a pas la très haute saison. C'est le paramètre qui effectivement, les hôtels font le plein sur la haute saison, donc on ferme par défaut la haute saison. Mais pour autant, Biarritz... c'est une destination qui, hors de juillet-août, est encore plus agréable, encore plus appréciable. Et donc nous, notre enjeu, c'est aussi permettre aux gens d'aller se faire plaisir hors de la très haute saison, où on est dans des périodes de surfréquentation sur certaines destinations. Et donc ça fait aussi partie des valeurs du dispositif, c'est pouvoir encourager le tourisme sur les ailes de saison. Alors, combien de nuitées solidaires sont-elles offertes par les hôtels en général ? Alors le minimum, en moyenne, plutôt, en moyenne, le minimum c'est 20 nuitées, c'est-à-dire pour qu'un hôtel s'engage avec nous, il faut qu'il mette à disposition 20 nuitées par an. C'est le strict minimum. La plupart des hôtels font plus. Ça va de 30, certains hôtels font plus d'une centaine de nuits solidaires par an. Donc c'est très variable, mais on va dire la moyenne se situe aux alentours de 30 à 40 nuitées par établissement. Est-ce que vous avez déjà des retours de clientèle ou d'associations ou bien d'hôteliers au sujet de Soliken ? Est-ce que vous avez des choses qui vous reviennent, des informations qui vous reviennent ? En fait, ce qui est cool, c'est qu'on a des résultats à la fois en termes de chiffres, c'est-à-dire qu'on a passé le 1,7 million, on arrive à 1,8 million de dons collectés pour les associations. On est à 1400 nuits solidaires, donc ça commence à faire du volume qui est intéressant. Et on a aussi des témoignages qui sont assez touchants et qui sont très motivants de la part de clients qui nous expriment le plaisir d'avoir à la fois lié tourisme et solidarité. Donc on a des témoignages très très motivants de la part des clients, des témoignages aussi des hôtels qui nous renouvellent leur confiance, et aussi du personnel hôtelier qui nous exprime son plaisir de s'engager. Donc à la fois des chiffres et des témoignages plus qualitatifs. Donc ça, voilà. Alors j'ai vu aussi que vous aviez lors des fêtes de Noël proposé une carte cadeau qui joignait donc l'utile à l'agréable. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Ouais, alors la carte cadeau, on l'a rapidement ouverte, c'était une évidence, c'était de se dire Soliken permet de faire des séjours au profit d'associations, et donc faire ça sous un format de cadeau, c'est-à-dire offrir un séjour à quelqu'un, faire un cadeau qui est forcément très plaisant, et dans le même temps soutenir une association, ça faisait sens. Et donc on a ces cartes cadeaux qui permettent tout simplement d'offrir un crédit sur Soliken, et donc qui permettra aux destinataires d'avoir ce double intérêt du cadeau, à la fois très agréable avec un séjour dans notre super sélection d'hôtels, et de soutenir de manière très significative une asso. Et en quelques mots, en conclusion, qu'est-ce que serait l'écologie positive pour vous ? Une définition de l'écologie positive. En quelques mots. Question très vaste. Écologie inclut aussi l'enjeu de solidarité, et que les gens qui ont peut-être tout moyen puissent être intégrés. Donc l'écologie positive doit inclure tout le monde. Merci cher Johan Magnin, cofondateur de Soliken, d'un site solidaire de réservation d'hôtels qui permet de réserver son hôtel au profit d'une association de son choix. Merci beaucoup. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio, bien évidemment, avec nos deux invités et avec Thibaut, notre French Trotter national, qui est allé à Toulouse pour nous faire découvrir une installation écologique inédite en Europe. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien voilà, nous sommes de retour dans les studios de Sud Radio pour la planète demain, en compagnie de nos deux invités et bien sûr de Thibaut, notre French Trotter national, qui cette semaine s'est rendu à Toulouse. Alors Thibaut, mon petit doigt me dit que vous avez découvert une installation inédite en Europe qui sert à capter des tonnes de déchets dans la Garonne. C'est bien cela ? Eh bien, votre petit doigt ne vous a pas menti, puisque je suis allé effectivement à Toulouse et j'ai vu un barrage flottant placé de part et d'autre du fleuve
fleuve. Le fleuve, c'est la Garonne, bien sûr. Et ce système breveté a été imaginé et fabriqué par la société toulousaine à mission Plastic Vortex. Et il répond à un besoin urgent, assainir la Garonne et empêcher que les déchets plastiques ne se déversent dans l'océan. Comme on va le voir, c'est un système ingénieux, le premier de ce genre, qui permet de récolter 80% des déchets circulant à la surface de l'eau avant d'être ensuite triés et dirigés vers les filières de valorisation. Je me suis donc rendu sous le pont de Blagnac, sur la rive gauche de la Garonne, où Patrick Tonnet, l'un des 4 cofondateurs de Plastic Vortex, m'a expliqué plus en détail l'idée derrière ce barrage. C'est le premier barrage qui est en exploitation depuis maintenant 3 mois à Toulouse, donc en aval de l'agglomération toulousaine, donc pour pouvoir collecter le maximum de déchets, puisqu'on annonce qu'on va collecter plus de 80% des déchets flottants, de 1 mm et plus, donc ça va de bouteilles de plastique, de canettes, mais aussi de mégots de cigarettes et de billes polystyrène, par exemple, qui sont mélangées avec les plantes aquatiques, par exemple. Donc pourquoi ce projet ? Parce que je dirais là c'est l'idée de penser que les fleuves et rivières étaient aussi pollués. Et en fait il y avait une méconnaissance totale de ce sujet. Donc, et il s'avère qu'avec les premières expérimentations qui ont été faites depuis 2017 en fait, ils ont constaté que la Garonne est aussi polluée en macrodéchets. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Et puis maintenant, après avoir constitué une association, donc là maintenant on est en société à mission, et avec ce premier barrage expérimental, ça nous permet de démontrer qu'effectivement on peut collecter beaucoup de déchets. On estime à environ 8 tonnes de déchets anthropiques, produits par les activités humaines qu'on va collecter, soit l'équivalent de 425 000 bouteilles de plastique chaque année. Voilà ce qu'on pense collecter. Alors, est-ce qu'on peut décrire ce barrage-là ? Je constate qu'il y a une multitude de flotteurs. Oui, tout à fait. Alors, on a la chance ici d'être... donc on est à Toulouse, sur la Garonne, qui est un fleuve qui est non navigable pour les bateaux. Donc ça veut dire que seuls les canoës-kayaks peuvent passer. Donc on peut, dans ce cas-là, avoir un système de barrage flottant qui fait une longueur de 300 mètres, qui traverse en diagonale la Garonne, de la rive droite vers la rive gauche, pour pouvoir guider l'ensemble des déchets vers le système de collecte qui est sur la rive gauche. Donc un module de flottaison qui fait un tri primaire des déchets pour pouvoir collecter essentiellement des déchets anthropiques. Donc qui vont remonter via un convoyeur de 12 mètres de long de façon automatisée pour pouvoir se déverser dans une benne qui est fixée sur la berge. Et donc ça permet d'avoir une automatisation de la collecte des déchets et d'avoir le minimum d'intervention humaine et surtout on n'a pas besoin d'être avec un bateau sur la Garonne pour pouvoir collecter les déchets. Comment se fait ce tri initial entre les matières organiques et les matières plastiques ? On essaie de faire en sorte que les déchets les plus lourds, qui sont des troncs d'arbres, des branches, etc., puissent être évacués automatiquement par le courant et par le fonctionnement du barrage pour pouvoir ne récupérer essentiellement que des déchets anthropiques qui sont des déchets flottants qui seront plus légers en fait que les autres déchets. Donc c'est pour ça que ce système-là peut fonctionner et c'est pour ça qu'on annonce 80% des déchets flottants, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une partie qui peut encore passer sous le barrage ou à côté, mais l'essentiel on le collecte puisque le barrage flottant de 300 mètres c'est en fait une jupe rigide en caoutchouc donc qui permet de récupérer tous les déchets. Même des billes polyester sont bloquées par le barrage, donc, et l'essentiel flotte. Donc ça veut dire qu'on peut garder une grande majorité des déchets flottants et les déverser dans la benne. Eh bien voilà une vraie solution pour traiter la pollution à la source. On vous retrouve la semaine prochaine, mon cher Thibaut, pour la suite de ce reportage en immersion. Alors, vous êtes bien entendu toujours sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Berland, qui est lui CIO d'Everdaye, une start-up française de chimie verte qui révolutionne le secteur du textile. Alors, Everdaye est une start-up française qui a été fondée en 2021 par Amira Eroc, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, docteur en chimie des matériaux. Son concept révolutionnaire éco-responsable dans la teinture textile développe un pigment innovant et biosourcé permettant de réduire l'impact environnemental, bien sûr, de la teinture. La teinture textile est responsable de 20% de la pollution des océans et de 52% de l'impact carbone de l'industrie de la mode, ce qui est énorme. Réduire l'impact des couleurs est donc une priorité pour chaque marque visant
visant à améliorer la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement. Et Everday propose donc une solution réduisant les émissions de carbone, la consommation d'énergie, en éliminant les produits chimiques toxiques issus du processus de teinture. Alors, cher Philippe, votre objectif est-il de bousculer le modèle actuel de l'industrie textile ? Absolument. Force est de constater que la mode a pas forcément bonne presse actuellement, enfin en tout cas depuis quelques années. On souligne son impact extrêmement négatif sur l'environnement. On développe de nouvelles manières de consommer. Enfin, il y a tout un tas d'initiatives qui visent à faire face à ce fléau. Et nous, on s'attaque à un sujet qui est que on aura toujours probablement besoin de produire des vêtements neufs. La population a besoin de ça. Et donc, on s'attaque à la manière de fabriquer réellement un vêtement. Et vous l'avez souligné, une étape clé dans le processus de production d'un vêtement, c'est la teinture des tissus pour créer de la couleur. Je pense que la couleur, on en a besoin en tant qu'humain. C'est un propre de l'humanité que d'utiliser les couleurs depuis le début de l'humanité, en fait. Oui, c'est vrai. On l'a fait de manière assez biosourcée au début, naturellement. Et puis la chimie est arrivée, la pétrochimie est arrivée et a développé des procédés extrêmement néfastes. Alors, au départ, parce que la matière première, sont des matières premières fossiles, c'est le pétrole, tout simplement. Et puis, parce que la manière d'appliquer le colorant, le pigment sur le tissu est extrêmement énergivore. Voilà, il faut chauffer pendant très longtemps, ajouter des produits chimiques assez toxiques, ce qui fait que non seulement on consomme beaucoup d'énergie, ce qui veut dire dans la plupart des pays où la teinture est faite, beaucoup d'empreintes carbone, et puis l'eau qui est utilisée pour la teinture est extrêmement polluée. Alors, quels sont les bénéfices environnementaux de votre procédé, notamment en matière d'économie d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre ? Alors, le procédé qu'a inventé Amira Erock, vous ne vous êtes pas trompé. Bon, merci. C'est un pigment complètement d'une nature nouvelle qui est à la fois dans sa synthèse très nouveau et qui s'appuie sur de la chimie verte. Chimie verte, c'est une chimie douce, on va dire, une sorte de cuisine qui ne fait pas très mal à la planète en tant que telle, parce qu'elle est assez peu énergivore elle-même. Et puis, une fois qu'on a le colorant ou le pigment, sa manière de s'attacher à la fibre est extrêmement différente des procédés d'aujourd'hui. Et ce qui veut dire qu'avec notre pigment ou notre colorant, on peut l'attacher à température ambiante de manière beaucoup plus rapide, ce qui fait effondrer l'utilisation d'énergie, à peu près 80%. Et l'eau qui est à l'œuvre dans ce procédé est propre parce que tous les composants qu'on utilise, tous les produits chimiques qu'on utilise sont propres ou presque. Donc ça permet de ne pas polluer l'eau. Donc sur le papier, en théorie, notre solution résout le problème en fait. Ah, et vous collaborez vraisemblablement avec des partenaires de mode durable. Quels sont-ils ? Alors je ne peux pas en parler parce qu'on est encore en phase de développement technologique. Il y a beaucoup de secrets industriels. Vous savez, on est dans une industrie très compétitive. De plus en plus. Voilà, donc on doit se protéger de la concurrence potentielle. C'est compréhensible. Mais on travaille avec des acteurs de la mode qui sont à la fois, ils sont pas que des acteurs engagés nativement. Vous voyez, il y a des marques de mode qui sont dont on dit qu'elles sont écologiques depuis la première heure. D'autres qui se convertissent parce que il s'agit aussi de se transformer. Des marques existantes depuis longue date et beaucoup d'entre elles sont très engagées dans une véritable et sincère transformation. Donc on travaille avec ce type d'acteurs qui sont pas forcément des acteurs du luxe. On nous dit souvent il y a que les gens du luxe qui peuvent se payer ça. En fait, la réalité c'est que même des acteurs de grande consommation, de consommation très accessible pour nous les consommateurs, sont engagés dans ce type de démarche et c'est probablement même ceux qui le sont plus, avec un intérêt, c'est que plus on adresse des acteurs qui font du volume, plus l'impact positif sera important. Donc voilà, on est en phase de développement technologique pour rendre dans l'industrie, on dit mettre à l'échelle. Ça veut dire qu'on sait le faire en labo, on sait le faire dans des échelles pour imager la chose, dans des échelles de volume de l'ordre de la baignoire, si vous voulez, mais il faudrait qu'on arrive à le faire sur de l'ordre de plusieurs piscines olympiques. Voilà, vous voyez. Mais en chimie, quand vous montez les volumes, ça pose de nouveaux problèmes technologiques qu'il faut résoudre. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation de ces procédés, et on est en plein là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de secrets et de discrétion. Oui, pardon, allez-y. Mais voilà, le travail est nécessaire pour arriver à... L'ambition, c'est réellement d'avoir un effet d'échelle, c'est-à-dire de ne pas rester dans une niche, de ne pas faire la teinture que pour quelques marques confidentielles engagées. Non, notre objectif, c'est de vraiment avoir un impact sur le marché global auprès de marques très très diffusées. Et vos solutions, les solutions d'Everday, sont-elles brevetées aujourd'hui ? Oui, elles le sont. Elles le sont. Ça veut dire qu'on est protégé pour une part, mais en matière de propriété industrielle, quand vous
déposer un brevet, le principe même, c'est qu'il est publié. Donc, vous révélez une partie des choses, parce que c'est le principe d'un brevet qui est consultable. Donc, il y a toute une part du secret qui doit être en plus autour, c'est-à-dire tout un tas de paramètres, de choses que l'on garde par devers nous pour éviter que quelqu'un qui lirait le brevet s'approprie notre technologie. Vos processus innovants favorisent-ils le changement fondamental des modes de production textile vers des pratiques plutôt durables ? Oui, absolument, c'est notre mission. Nous sommes une entreprise à mission dont le but est de décarboner et dépolluer l'industrie textile. L'industrie, c'est la production des textiles. Et quelle est la solution d'Everdye dans un contexte industriel ? La solution d'Everdye, c'est nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire des pigments et des colorants, donc des produits chimiques à la base, mais encore une fois synthétisés de manière verte, et on va les vendre à des teinturiers. Les teinturiers sont ces industriels qui prennent les tissus qui ont un coloris naturel, du coloris de la fibre, et qui vous les rendent avec des couleurs bien souvent d'ailleurs foncées, noir, bleu marine. C'est les coloris les plus diffusés. Et puis après toute la palette de couleurs que l'on proposera très bientôt à nos clients. Et pour vous, l'écologie positive, c'est quoi? La définition que vous donneriez, c'est laquelle? Alors moi, je pense que l'écologie positive, c'est allier à la fois l'utilisation de la nature pour nous, humains, parce que la nature est là aussi pour nous permettre de subsister, de nous développer, mais on doit le faire en harmonie avec elle, c'est-à-dire qu'on ne doit pas l'épuiser, on ne doit pas la détruire, donc ça nécessite de revoir un certain nombre de nos comportements qui abusent de cette nature. Merci infiniment, cher Philippe Berland, CEO d'Everdye, une start-up française de chimie verte qui révolutionne le secteur textile. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche après-midi. Je vous laisse avec Alain Marty pour Invino, l'émission à consommer sans modération, bien sûr. Pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 et je vous invite à découvrir notre magazine La Planète Demain, MAG, chez votre marchand de journaux. À très très vite. Portez-vous bien. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.